C'est le dernier podcast filmé de cette série Paris n'est plus une fête. Les élections municipales sont toutes proches. Je suppose que nous n'avons plus rien à dire sur le contenu, le contexte. On a évoqué la sociologie parisienne, on a évoqué les promoteurs, on a évoqué le Paris des riches, on a évoqué tout un certain nombre de thématiques. Et il me semblait qu'il serait intéressant finalement de finir, pas au niveau des signifiants, de tout ce qui est visible, mais de se mettre au niveau de la rue, en invitant dans ce dernier podcast euh, Bérangère, que vous allez voir à l'image, qui dirige le collectif Les Morts dans la rue. Bérangère, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez le collectif Les Morts dans la rue. Qu'est-ce que c'est, les morts dans ce collectif-là? Alors, je préside le collectif Les Morts de la rue. Pour répondre à votre question, Les Morts de la rue, parce que ce collectif est né il y a un peu plus de 20 ans, et pour dénoncer le fait que des personnes en situation de rue décèdent violemment et prématurément du fait d'être en rue. Voilà, on recense vraiment les morts de la rue, parce que des personnes peuvent décéder à l'hôpital, mais avec 20 ans de situation d'errance, vivant en squat ou dormant sous un porche ou étant hébergé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce distinguo et qu'on tient voilà, à ce collectif Les Morts de la rue. Donc dénoncer, faire savoir ces morts précoces, souvent violentes. Actuellement, la moyenne d'âge au décès des personnes sans chez soi est de moins 32 ans par rapport à la moyenne d'âge nationale des personnes avec chez soi. Donc c'est dramatique, hein, c'est extrêmement bas et très préoccupant. Ce collectif est là aussi pour accompagner le plus dignement possible les obsèques des personnes sans chez soi, en sachant que toutes les personnes sans chez soi qui décèdent ne sont pas obligatoirement accompagnées par les bénévoles du collectif à Paris ou dans d'autres villes de France. Quand les familles sont identifiées, elles prennent généralement part à l'organisation des obsèques de la personne qui est en situation de rue. Il y a souvent des ruptures. Et quand la famille n'est pas identifiée, à ce moment-là, les obsèques dans la commune du lieu de décès sont organisées en terre commune avec des bénévoles pour les villes où c'est organisé avec des bénévoles. Vous avez raison de me corriger parce que, en fait, les morts de la rue, c'est la rue qui tue. C'est ça. Alors que dans mon esprit, c'était parce qu'on n'avait pas de toit qu'on mourait dans la rue. Donc finalement, l'approche se distingue. D'ailleurs, je tiens à montrer que ce que vous appelez un faire-part, c'est assez sinistre, mais en même temps, c'est l'objet de la mort. En 2024, 855 personnes ont décédé. Et si on devait comparer avec le faire-part, toujours dans le morbide, de 2023, c'était 656. Ça veut dire que est-ce que c'est seulement la rue qui tue, parce que vivre dans la rue, alors qu'on est dans une ville riche, on reste in situ à Paris, au-delà de l'insensibilité de nous tous, de nous toutes, au-delà de l'insensibilité capitalistique, est-ce que c'est la rue qui tue ou est-ce que c'est finalement le contexte général? C'est le contexte général qui amène des centaines de personnes, pour rester sur Paris, qui amène plusieurs centaines de personnes à être en situation de sans-abrisme, de sans-domicilisme, jusqu'au point d'être véritablement en situation de rue pour les situations les plus compliquées, de temps en temps pouvant être hébergés en centre d'hébergement, hébergés par des tiers. Quand les personnes ont des voitures,
voilà, elles se mettent à l'abri dans leur voiture, etc. Donc ce sont les situations d'appauvrissement, de précarisation, la pénurie, la crise du logement, hein, et également de l'hébergement, la pauvreté. Ce sont ces situations qui mènent à des conditions d'une extrême misère. Et c'est pour ça qu'on appelle les personnes sans chez soi. On les qualifie de sans chez soi parce que c'est beaucoup plus large que les personnes sans abri, hein, voilà, ne pas avoir de domicile propre, son propre sans chez soi. C'est pas simplement un toit, hein, c'est pouvoir bénéficier d'une mise à l'abri, pouvoir se reposer, pouvoir accéder, se soigner, pouvoir accéder à la culture, au travail, etc., etc. 48 ans, Oui, c'est la moyenne d'âge. oui, l'âge au Des décès. femmes, des hommes, Mm. des jeunes aussi, on Mm. l'oublie. Mm. Parce qu'on ne le sait pas. En fait, on sait pas grand-chose de cette réalité sociale-là. On ne sait pas grand-chose. Ce qui est inquiétant depuis qu'on mène cette enquête épidémiologique au niveau national, hein, cette fois-ci, ce qui est inquiétant, c'est la diversité des profils, les personnes voilà, dont on recense les décès, hein, c'est malheureusement pas exhaustif. Les profils sont de plus en plus hétérogènes. Il y a encore une grande majorité, hein, d'hommes qui ont un certain nombre d'années d'errance, mais pas que. Il y a de plus en plus de personnes jeunes, également de femmes isolées ou de femmes avec enfants. Il y a également des personnes âgées, voire très âgées. On recense des décès de personnes de plus de 80 ans. Et ça montre à quel point, hein, toutes ces situations hétérogènes, ça montre à quel point la société va mal pour pouvoir mettre dans des conditions pareilles, fabriquer voilà, ces conditions insupportables de sans-domicilisme. Votre collectif, il essaye de leur rendre une dignité, hein, Mmh. cette dignité que la société leur a retirée. Mmh. Que, et en même temps, je lis finalement cet inventaire. euh, voilà, je suis à septembre 2024, une personne, le 3 septembre, à Boulogne-sur-Mer. Une deuxième personne, le 3 septembre, à Boulogne-sur-Mer. Comment est-ce qu'on, dans notre société finalement aisée, Mmh. qui est ravagée par le confort, Mmh. et le consumérisme, comment on peut arriver à ça, mourir en étant identifié comme une personne, une femme, une cinquième personne? Est-ce que ça fait une identité, ça? Et ben justement, non, ce sont des décès dont l'enquête n'a pas permis, là je parle de l'enquête de police, hein. Nous après on fait une enquête, mais en tout cas l'enquête de police n'a pas permis d'aller jusqu'à identifier la personne. Donc ça pose vraiment voilà, c'est des questions et ces situations, effectivement, hein, ça fait froid dans le dos. Euh, on n'arrive pas à retrouver l'identité d'une personne, un homme, une femme. Des fois, on nous indique une tranche d'âge, environ 40 ans, des fois pas. Et donc, il faut savoir que ces personnes sont inhumées non identifiées, donc inhumées sous X. Je vous écoute, mais je... d'abord ça m'émeut, Ouais, ça me rend triste aussi. ouais. Je suis pas naïf non plus. Mmh. Je suis d'autant moins naïf que on a vu, nous, dans ce podcast, travaillant moi sur Mmh. Paris depuis Mmh. très longtemps, et je, je projette la réalité sociale avec cette campagne Mmh. électorale-là, mais comme les campagnes précédentes, il y a une sorte de gouffre béant. Euh, mais tout de même, j'ai le souvenir quand même, étant parisien dans les années 90, qu'on rencontrait beaucoup de SDF dans la rue, Mmh. des gens qui vivaient sous tente. Euh, de plus en plus, ces personnes-là ont été expulsées, Mmh. hein, renvoyées dans les portes de la Villette, Mmh. portes de la Chapelle, et on a l'impression que, euh, alors que la capitale est de plus en plus dure en matière de logement, en matière de cherté de la vie,
et bien que on a invisibilisé les gens qui vivent dans la rue. Alors, invisibiliser, quand là on parle de tentes, hein, qui sont malheureusement régulièrement mises à mal, et les tentes et les personnes qui se mettent à l'abri, euh, on, voilà, on essaie de repousser, hein, voilà, de les repousser. Vous parliez, voilà, elles étaient à un moment donné aux différentes portes de Paris. On démantèle de façon assez scandaleuse, hein, en pleine nuit, de façon violente. On repousse voilà, ce problème de sans-abrisme, sans se donner les moyens de pouvoir véritablement leur proposer une solution digne. L'accueil inconditionnel, c'est important, c'est inscrit dans la loi. Là, on voit qu'on en est loin. Et effectivement, ça pose voilà, de véritables questions d'humanité, hein, pour une société comme la nôtre. On avait un voisin de rue pendant environ 2 ans, juste Côté du sous social, le porche, où voilà, plusieurs fois les forces de l'ordre sont venues. Quand il n'était pas là, démonter tout, les jeter. Il a remonté sa tente plusieurs fois, etc. Voilà, et puis jusqu'au jour où il est parvenu. Mais oui, ça pose. il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu pour voilà, une xème fois remonter sa tente. Mais oui, c'est ça. Voilà, quand on en arrive là, quand les forces de l'ordre en arrivent là, et on le dénonce régulièrement, hein, et avec ces violences, avec les affaires qui sont jetées, abîmées, avec la volonté de le faire, ça pose d'autant plus voilà, de questions pour une société comme la nôtre, et pour voilà, les dirigeants qui ordonnent voilà, ce genre de choses. Tout à l'heure, vous parliez de ces personnes qui sont invisibles, des invisibilisés. On en croise beaucoup, hein. Moi, sur mon trajet quotidien, hein, domicile-travail, dans le métro, au coin de la rue, etc., j'en croise de plus en plus. Par contre, j'ai pas le temps de m'arrêter et j'en croise, voilà, souvent ce sont les mêmes personnes, hein, que je croise régulièrement. Et c'est vrai que je ne sais pas forcément comment elles s'appellent, est-ce qu'elles ont une solution pour passer la nuit, etc. J'ai essayé de créer des liens avec certaines, mais voilà, on en croise de plus en plus, et je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, surtout dans une ville comme Paris. Et il faut, en tout cas, on ne peut pas rester insensible. En tout cas, quoi, nous, on est militants, on fait partie d'autres associations, on fait des maraudes, etc. On ne peut pas rester insensible. Forcément, nous, en tant que citoyens, on ne peut pas agir pour permettre à chaque personne qu'on va croiser sur notre trajet de rebondir, voilà, faire un sourire, lui donner une pièce, lui demander si on peut lui acheter quelque chose quand c'est à côté d'une boulangerie, etc. Mais par contre, on ne peut pas ne pas les voir. C'est important de les regarder. Moi, des fois, j'ai plus de monnaie, je les regarde, je m'excuse, je dis ben désolé, peut-être que demain ce sera pour vous, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé avant vous. Mais il faut pouvoir aussi, nous, en tant que citoyens, avoir cette indignation et à ne pas baisser les yeux quand on croise une personne qui est dans la rue. Pardonnez cette question peut-être un peu brutale, mais évidemment, vous avez raison d'insister sur l'empathie, sur le respect, sur le fait de ne pas aussi détourner le regard, hein, Mmh. parce qu'on est gêné. Mais vous êtes dans cette association depuis combien de temps? Moi, ça fait une dizaine d'années. Bon. Est-ce qu'au bout de 10 ans, voire plus longtemps, est-ce qu'on se dit que une action comme la vôtre, elle est, elle n'est pas finalement vouée, j'allais dire, à l'échec, pas à l'échec, pardon, hein, Mmh. des gens que vous aidez, euh, des solutions que vous trouvez pour quelques-uns, mais on est face à un problème qui est massif, Mmh. c'est un problème qui est politique, Mmh. et, et qui est aussi la conséquence d'un modèle économique et Mmh. social. Est-ce que à certains moments, vous ne vous dites pas, on n'y arrivera jamais?
dans l'absolu, si tant est que c'est absolu, parce que après tout, la France est un pays riche. Mmh. Et c'est ma dernière question. Alors, recenser autant de personnes, hein, autant de décès de personnes, du fait de ces situations de sans-abrisme, de sans-domicilisme, et vous l'avez montré, hein, tout à l'heure, on l'a vu en un an, on a recensé 200 décès de plus, et c'est toujours pas exhaustif. Forcément, c'est un échec cuisant. Pour nous tous. Pour nous tous, mais voilà, chaque décès, pour nous, c'est une motivation supplémentaire de continuer le combat. Forcément, évidemment, les fondateurs de l'association, il y a un peu plus de 20 ans, ils ne pensaient pas que le collectif Les Morts de la Rue serait là 20 ans après. C'était pour dénoncer en espérant, en pensant qu'il y aurait un relais politique, voilà, une volonté politique qui ferait en sorte qu'on mettrait tout en œuvre pour lutter contre la pauvreté et ne pas admettre qu'il y ait des sous-catégories de personnes, des personnes sans chez soi et des personnes avec chez soi. Mais voilà, pour nous, c'est une motivation de plus de continuer comme on peut à faire ce recensement. On voit que c'est important de le faire, puisqu'on en recense de plus en plus, que cette moyenne d'âge par rapport à la population générale, elle est de plus en plus importante, 32 ans d'écart de vie actuellement. Et il faut qu'on continue. Au niveau de la dignité, malheureusement, quand on accompagne des personnes aux obsèques qu'on a connues, ou alors parce qu'en tant que bénévole, il n'y a pas de proches qui ont été retrouvés, et donc il faut qu'on soit là. Les copains de la rue, quand ils sont là, et ils nous en parlent, hein, ils nous disent c'est important d'humaniser ces funérailles, de veiller à les rendre dignes. Souvent, ils emploient le mot on ne veut pas être enterré comme des chiens. Ils ont des expériences malheureuses, hein, où ils ont accompagné les funérailles de copains de rue, où ils trouvaient que ça manquait de dignité. Et nous, depuis 20 ans, à Paris, hein, où on est en convention depuis 2004 avec la ville de Paris, on voit que voilà, semaine après semaine, en accompagnant les convois, et ça fait beaucoup de personnes, ça fait depuis 3 ans qu'on accompagne plus de 350 défunts non réclamés à la ville de Paris. Parmi ces défunts non réclamés, 3 quarts environ sont des défunts avec chez soi. Mais tout ça pour dire que ce travail que font les bénévoles depuis des années, avec le personnel, hein, les agents des pompes funèbres et les fossoyeurs, on voit qu'on humanise ces funérailles et qu'on participe comme on peut, avec les bénévoles, avec les agents, avec ces professionnels, à rendre plus dignes ces obsèques de corps non réclamés. Bérangère, merci. Voilà, c'était le dernier podcast avant le premier tour des municipales. Depuis les locaux du collectif Les Morts de la Rue. 855 personnes sont décédées en 2024. Est-ce qu'on peut finir par ce slogan? Paris n'est plus une fête. Euh, oui, non, je ne crois pas, mais bon, espérons que finalement ça le devienne un jour, hein. Pour tout, qui sait.